On n'achète pas du BTC avec de l'argent qu'on est prêt à perdre, on est prêt à acheter du BTC avec de l'argent qu'on est prêt à immobiliser. C'est toujours pas du conseil d'investissement, mais Bitcoin ne vaudra jamais zéro. Il faut d'abord que la personne elle comprenne le problème. Si elle comprend pas le problème, elle comprend pas Bitcoin. Donc en fait, faut jamais parler de Bitcoin. Et je pense que le meilleur moyen, c'est plutôt de passer par l'aspect libéral. Les gens disent oui, la sécu, on la paye pas. Mais si, on t'encadrait en rouge sur ton salaire, pourcentage, sur ce que le patron paye, et en valeur absolue, ce qui part pour ta sécu, ils rendraient leur carte vitale. Quand t'es en bonne santé, que t'as rien eu depuis 25 ans, et t'as fait 2-3 coups de dentiste, et en fait tu te lâches 800, 900 balles par mois. Je me demande même si c'est pas de l'ingénierie sociale. Je me dis que c'est fait exprès pour que t'aies une sorte de rejet et que tu passes pas plus de 5 minutes dessus, parce que sinon les gens ils vont étudier, ils vont capter l'arnaque. Bonjour à tous, salut mec. Salut gros. Aujourd'hui, on se réunit pour un nouveau format qu'on voulait essayer depuis quelques temps. Donc pour ceux qui nous regardent, l'idée c'est de prendre quelques sujets d'actu. Alors ça peut être un comme 10, mais je pense qu'on va pas pouvoir en faire beaucoup non plus. De les traiter et d'essayer surtout de partir sur des sujets de fond. Parce que bon, les actus c'est quand même beaucoup de bruit et rarement de l'info très pertinente. Donc on va essayer de se creuser ça. On va raconter un peu notre vie, je pense, sur ces formats aussi. Ouais, je pense que ça va aussi être un moyen de communiquer un peu sur notre life et ce qu'on fait. Donc ça va être sympa. Ça va être un format assez naturel. On va vous faire des partages d'écran de ce dont on parle, mais vous pouvez l'écouter en format podcast assez simplement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller nous écouter au format podcast sur Spotify, Apple Podcast, etc. On publie tous nos épisodes dessus. Et vous êtes quelques-uns à les écouter, donc profitez-en. Juste avant, si vous avez des idées pour ce format à la fin de la vidéo, si vous avez des idées de comment est-ce qu'on pourrait l'appeler aussi, parce qu'on n'est pas hyper inspiré pour l'instant, donc n'hésitez pas à nous le suggérer dans les commentaires, de liker la vidéo et de vous abonner si ça vous plaît. Avant de commencer, moi je voulais vous partager un truc sur lequel je travaille depuis quelques temps et je pense qu'il est temps de faire le reveal à vous en priorité. Donc c'est un site que je développe un peu en secret, caché. Et en fait c'est un site sur le thème de Nicolas qui paye. Alors je vous laisse découvrir l'animation quand on arrive dessus. Donc c'est un site... Voilà ce que fait Alex quand il n'arrive pas à dormir. Non, mais en plus, tu regardes l'heure à laquelle les trucs sont développés sur Git, l'heure des commits, t'as des 23h50, minuit et demi. C'est une catastrophe. Là, l'idée du site, vraiment toute la proposition de valeur, c'est de le centrer sur le fameux Nicolas qui paye, donc le contribuable français qui se fait essorer et qui paye pour des étrangers, des retraités, en gros. J'ai essayé de le faire de façon assez rigolote, dans le sens où vous avez un panier, donc comme si c'était un site marchand, et en fait ce panier, il est d'office rempli, parce que vous êtes au courant que avec l'État français, vous n'avez pas le choix. Tout est rempli d'office, donc le but du jeu en fait, ça va être d'essayer de retirer des dépenses. Bien évidemment, si vous essayez de vider tout le panier, non, c'est pas possible, parce que vous croyez que l'État français va arrêter de dépenser aussi rapidement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de supprimer les budgets un à un. Alors, ça, c'est vraiment des budgets détaillés, il y en a 16 en tout, qui sont répartis dans des grandes catégories que vous pouvez retrouver juste ici. Donc, c'est vraiment les grosses catégories. Bon, il y a la fameuse sécu, cette arnaque en bande organisée, et puis après, il y a 3 autres grandes catégories. Mais en fait, dans le panier, c'est le détail de chaque catégorie. Donc, par exemple, il y a l'éducation nationale qui est une sous-catégorie. Et par exemple, si vous voulez supprimer l'éducation nationale, vous cliquez ici, et là, vous avez une question. Si vous donnez une réponse de communiste, de socialiste, ou de libéral, mais de faux libéral de droite, en fait, ça marchera pas. Donc, par exemple, si je dis qu'il faut doubler toutes les aides sociales, ce qui est quand même une idée de gros cuck, non, en fait, ça marche pas. Parce que la bonne réponse, c'est qu'il faut remplacer toutes les aides par un impôt négatif minimal. Alors, vous me direz qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée, mais je trouvais l'idée marrante. Un peu négatif minimal, si on te donne un peu d'argent tous les mois. Ouais, en fait, oui, l'idée, c'est plutôt plutôt que de donner de l'argent, et ça, c'est un principe que je trouve d'ailleurs hyper intéressant, qu'on peut développer un peu, c'est que plutôt que de distribuer des aides aux gens, imaginons, on prend le cas assez connu, une femme qui a un gosse, donc femme isolée, qui a du mal à joindre les deux bouts, elle gagne un SMIC, donc elle a 1400 balles par mois, c'est vrai que pour un enfant et une femme seule, c'est limite. Plutôt que de lui distribuer de l'argent, on va lui dire, en fait, on t'exonère d'impôts, par exemple.
Ce qui fait que assez rapidement, bon après dans le cas d'un SMIC, il y a déjà pas énormément d'impôts. Imaginons elle est plutôt à 2 000 € par mois, ça va lui faire déjà 200-300 € par mois d'impôts sur le revenu économisé. Qui plus est, on peut aussi penser à exonérer de charges patronales ou de cotisations sociales. Et derrière, en fait, tu peux te rediriger vers ton super brut assez facilement. Donc c'est beaucoup mieux que d'incentiver les gens en disant bah si vous foutez rien, on vous donne de l'argent. Parce qu'en fait, là le jeu des incentives, moi je le trouve beaucoup plus sain parce qu'en fait, ça veut pas dire bah tu fais rien, on te donne de l'argent, c'est tu fais rien et t'es productif, donc on va moins te prendre. Tu fais pas rien, t'es productif, t'as besoin parce que t'es pas dans une bonne condition, bah on va moins te prendre pour t'aider. Ce que je trouve être un intermédiaire quand même beaucoup plus sain. Et si vous voulez retrouver, bah d'ailleurs, ces histoires d'impôts là, donc juste pour vous montrer, c'est vrai que je suis pas allé au bout quand même, je vous montre. Donc là, par exemple, l'histoire des 32 heures, des 35 heures de travail, bon bah faut les supprimer. Vous validez, c'était la bonne réponse. Et donc là, vous pouvez supprimer du panier ce que vous avez sélectionné et tada, il reste plus qu'un 15 articles. Et il y a une petite surprise pour ceux qui vont au bout. Donc quand vous retirez les 15 articles, vous allez recevoir un certificat comme quoi vous n'êtes pas une merde communiste. Donc je vous incite à le faire. Et du coup, pour parler un petit peu de votre salaire, comprendre un peu comment ça marche, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux me donner peut-être ton persona. Quoi ton persona? Moi, je Ouais, gagne pas d'argent. Je suis au bon, tu gagnes chômage. pas. Bah, imagine tu gagnais de l'argent. Imagine tu gagnais de l'argent. Tu te projettes à combien en mensuel brut? Si j'étais en France, brut. Mais moi en net déjà, parce que c'est plus simple. Je serais à, si j'avais encore continué à bosser, là, je pense que je serais à 3008, 4000 en net. C'est en net avant impôt là. Ouais. Bien, allons-y. Donc là, en fait, Je suis un malade, moi, 3008, j'avais oublié combien on gagne en France. ouais, bah alors c'est Non, vrai que non, pour ceux c'est qui savent beaucoup pas, nous moins que on ça, en travaillait fait. en Suisse. C'est vrai qu'en 3008, peu de gens vont se reconnaître. Nous, on était Non, non, plutôt à, je pense que c'est plutôt à 2008, en fait. ouais, c'est ça, on était plutôt à 2008 net en tant qu'ingénieur dans l'informatique en France. C'est ça. Disons qu'on serait peut-être à 3000 maintenant net. Ouais, Ça me ouais, paraît ouais. pas complètement déconnant. 3000 net, on va voir ça fait combien en brut. De toute façon, ça fait 3008 brut. Donc ça veut dire que sur une année, ça veut dire que vous êtes à un peu plus de 45 000 annuels, 50 000, entre 45 et 50 000. Ce qui est OK pour un ingénieur informatique qui a 3-4 ans d'expérience. C'est même pas énorme en vrai. Tu peux quand même avoir mieux. C'est la moyenne, Euh, je pense, hein. ouais. Alors là, c'est vrai qu'il y a un petit problème. Les valeurs absolues sont pas bonnes. Donc va falloir vraiment setup parce que j'ai créé des profils. Ah oui, en fait, faut les sélectionner. Bon. Il y aura des petites corrections qui seront faites, mais là, vous pouvez sélectionner votre profil de dépenses, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État prélève sur vos dépenses aussi. Enfin, prélève. Il y a une part qui va dans ses poches et pas dans celui qui vous a vendu le produit. Toi, tu t'identifies en tant que quoi? Euh, Moi, je suis un économe, hein. C'est un bitcoiner, hein. T'es un économe. Et alors là, bon, on va utiliser les valeurs absolues, comme ça va parler. Donc là, imaginons, tu es en France, tu es un économe, tu as à peu près, donc tu as 3 000 € net par mois avant impôt. Tu les structures comment? Alors toi, il me semble que tu fumes pas et tu ne bois pas. Déjà, ça, je peux mettre à 0. Ouais, ça, tu peux le mettre à 0. C'est dommage, hein, parce que J'ai rebu un petit peu de temps en temps. parce que ce qui est dommage, c'est que l'État se gave, hein, sur les clopes et l'alcool, c'est Alors, royal. je la retire ça déjà. Shopping, ouais, je pense par mois, on doit pas être loin de ça. Bon, peut-être 200 balles quand même, parce que si t'harmonises tout, on est plutôt là. Bouffe et Uber Eats. Là, je suis beaucoup plus haut. Parce que bouffe, ouais, j'ai quand même un sacré budget. Je pense que je suis plus près des 350, hein, 350? voire 400. Culture loisir, je suis inculturé. Ah, tu vois. Je pense que loisir, je n'en fais pas. Je pense qu'on est plutôt autour des 150. Allez, sur mes loisirs, il y a un peu de resto dedans. C'est vrai que, ah oui, c'est vrai que dans Bouffe et Uber Eats, ça comptait les restos aussi, hein. Bon, bah là, tu peux mettre plutôt 500 et laisser les 150 sur l'autre. Non, mais je vais décrire toute ma vie, là. Bon, on va quand même laisser 50 € d'essence au moins. Alors, quoique non, les gens, Ouais, non, non. en vrai, tu fais un plein et demi par mois en général Non, quand en tu plus, fais en plus, je déconne parce que là, en plus, je suis à Bali, du coup, il y a l'essence du scooter. Donc, c'est au moins 3 € le plein, à raison de un par semaine. Et je dois être à 20 balles Ouais, mais là, je me pour projette les sur une 500 balles. situation en France où t'es en voiture, tu vois.
Vas-y, Alors vas-y. que ça colle un peu aux persona moyens. Binose, loyer beaucoup plus, hein. On est plutôt, Ouais, là, si c'est t'étais le... en France, je pense que ça serait 800, voire 900. Alors, donc là, déjà, pour essayer de comprendre, vous avez 3 000 € net mensuels avant impôt, ce qui représente un brut de 3 800, quasiment 3 900. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez sur votre fiche de salaire, de paye. Vous passez de ça à ça, avant l'impôt à la source. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre employeur, lui, il a dépensé ça déjà, hein. Ça, c'est ce que vous voyez pas. Bah, c'est le livre de Bastia à chaque fois qu'on recommande, ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Bah, ce qu'on voit, c'est ça, mais ce qu'on voit pas, c'est ça déjà. Votre employeur, il a mis 5 500 balles pour que vous, à la fin, avant impôt, vous vous retrouviez avec 3 000. Bon, si vous trouvez que ça va, on peut quand même rentrer dans le détail. Donc ça, c'est l'ensemble de ce que Nicolas reçoit. Donc ça, c'est l'État, c'est les charges patronales. Ça, c'est l'État, c'est les cotisations salariales. Ça, c'est le vol, c'est l'impôt sur le revenu. Donc là, il y a juste un problème, c'est ça, c'est pas votre net en fait, c'est pas votre net après impôt, parce que les impôts ici, normalement, là voilà, ils vous ont mis un taux beaucoup trop élevé. Je pense que c'est pas calculé encore sur le bon montant, donc voilà, il y aura quelques corrections d'ici la sortie. Là, faut vous dire plutôt sur un salaire à 3 000 net, vous avez plutôt 11-12% d'impôts, donc il y a un peu moins de 400 € qui vont partir, mais pas 900. Mais en tout cas, ça vous permet de visualiser, une fois que les chiffres sont bons. Là, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est tout le détail des charges patronales, des cotisations salariales, blablabla. Un enfer. Là, c'est les taxes sur vos dépenses. Donc, selon ce que vous dépensez, combien est-ce qui part à l'État? Donc, bah, il y a quand même 144 € de votre budget qui part à l'État, ce qui est pas rien. Et à la fin des fins, une fois que vous avez fait toutes vos dépenses, payé vos impôts, et que bah, vous voulez peut-être commencer à épargner, bah, il va vous rester 407 €. Ce qui n'est que 7% du coût total de ce que l'employeur vous verse, ce qui est pas énorme, hein. Ça fait quand même pas... Un peu dépendant de tes dépenses, mais comme on l'a montré, Ouais. ça va. Ah, là, t'es quand même économe, hein. Tu Après, pas... on l'a un peu adapté, hein. On l'a un peu Ouais, mais adapté. je trouve que t'es pas un grand kiffeur non plus. Non, non, non. Genre, pour les revenus que j'ai un petit appart en ville, je me mets un studio à Paris, Là, tu et claques pas des puis, bouteilles en boîte, tu vois? Tu vis bien. Mais mais je mange keto. ouais, voilà. Tu vis bien, mais tu manges keto, c'est ça. Et à la fin, là, vous pouvez retrouver une répartition donc de l'État. Ça, c'est tout ce que votre employeur verse. Bah, voilà, on retrouve, des chiffres, bon, qui varient, hein, selon vos salaires, mais là, vous êtes plutôt autour des 64%, parce que ça inclut aussi ce qui est pris dans vos dépenses. Ça, c'est les dépenses que vous faites, et ça, c'est, l'épargne qui vous reste, qui est quand même assez misérable. Vous pouvez télécharger la photo. Donc en gros, là, c'est une capture d'écran, et ce que je vous invite tous à faire, normalement à la sortie de cette vidéo, ce sera corrigé. C'est une photo qui va être téléchargée, qui prend en fait tout ce résultat, et ensuite, bien évidemment, vous pouvez le partager sur Twitter, donc soit copier un message, soit directement le partager sur X, et bah voilà, ça met le résultat. Et là, vous pouvez par exemple glisser-déposer votre petite image et nous taguer, important, et taguer tous les comptes qui relaient ce message, pour qu'un plus grand nombre soit au courant de ce vol en bande organisée, parce que c'est quand même assez honteux. Et je vous laisserai explorer le reste. Voilà, il y a des petites surprises sur chaque page, des trucs rigolos. Je vous laisserai vous promener, mais, en tout cas, ça a quand même pour objectif d'être vraiment utilisé premier degré, dans le sens où vraiment ça peut vous aider à vous rendre compte un petit peu de l'arnaque, parce que Mm. si vous avez déjà regardé vos fiches de paye, je sais pas si tu as déjà regardé toi tes fiches de paye quand on était en France. J'ai tenté, mais en fait, j'ai une allergie avec ça et tout de suite, j'arrive pas. J'arrive pas à passer plus de 5 minutes. Et je pense qu'en vrai, c'est un rejet que beaucoup de personnes doivent avoir. Et je me demande même si c'est pas de l'ingénierie sociale, tu vois. Je pense que c'est sûr. Je me dis que c'est fait exprès, c'est étudié pour que tu aies une sorte de rejet et que tu passes pas plus de 5 minutes dessus, même voire aller 30 secondes juste pour essayer de chercher le total que tu as reçu. Parce que sinon, en fait, les gens, ils vont étudier, ils vont capter, tu vois, l'arnaque. Ouais. Bah, c'est pour ça, par exemple, les gens, et je pense que c'est complètement dû à ça. Les gens disent oui, la sécu, on la paye pas, machin. Mais si on t'encadrait en rouge sur ton salaire, en pourcentage, sur ce que le patron paye, et en valeur absolue, ce qui part pour ta sécu, bah, les gens, ils rendraient leur carte vitale, hein. Parce que quand tu te rends compte que c'est 25% en moyenne du salaire brut de ce que l'employeur paye,
25% qui part pour ta sécu. Ah, on fait le calcul assez rapidement. Surtout, tu sais, quand t'es en bonne santé, que t'as rien eu depuis 25 ans, et que tu fais le calcul et tu te dis, putain, ouais, bah après, depuis 25 ans, t'as pas non plus travaillé longtemps. C'est vrai qu'après, il y a toute la période quand t'es enfant. Tes parents aussi payent Mais pour si toi, t'as ouais. 40, 50 ans, c'est ça, et puis qu'il t'est quasiment jamais rien arrivé, t'as fait 2, 3 de coups de dentiste, et en fait, tu te lâches en moyenne 800, 900 balles par mois. Bah là, si on prend une base de 25%, tu vois, ça veut dire qu'en moyenne, par mois, vous payez 1 300 € de sécu. Là, toi, tu payerais 1 300 € de sécu. Alors, c'est pas toi qui les paye parce que ton employeur le paye aussi, mais voilà ce qui part pour financer la sécu. Donc, tous ceux qui nous disent que ça coûte pas cher, allez vous faire enculer. C'est faux. C'est complètement 1000 faux. par mois. Et ça n'a aucun sens. Aux US, tu payerais 500 balles. Alors, tu aurais un peu moins de prestations et il faudrait peut-être rallonger un petit peu si tu veux vraiment être full option. Mais même si tu payes 1 000 € par mois, dans un système de santé privé, où au moins les soins sont de qualité, où au moins t'attends pas, bah en fait, t'es mieux. Et pour ça, je vous invite à consulter une vidéo qui sera pas encore sortie, mais je vous la tease un petit peu, qu'on a fait avec Ulrich Génisson sur le sujet, où on a vraiment fait une vue globale de tous les systèmes d'assurance santé, alors que ce soit en France, puis aux États-Unis, puis dans le monde. Et c'est hyper intéressant pour vous rendre compte que même un smicard aurait intérêt à arrêter de cotiser à la sécu, même un mec au SMIC. Les seuls qui en profitent, c'est ceux qui sont nets bénéficiaires et qui ne cotisent pas. Les autres se font arnaquer. T'imagines si si avec cet argent, tu pouvais le dépenser pour vivre mieux. Genre, je sais, t'acheter de la meilleure alimentation, partir en vacances, faire des week-ends, faire du sport. Ça, mais mec, il y aurait tellement moins de malades en plus. Là, du coup, en fait, ça va juste gaver des gens, payer des assurances, des gens qui font les intermédiaires là-dedans, qui se gavent. En vrai, ça, Toi, ça, et toi, t'es malade. y a rien qui va, mais à tous les niveaux. Genre, c'est vraiment c'est du vol, mais vraiment du vol à l'état pur. Donc, voilà. En tout cas, si ça peut vous permettre de vous rendre compte de l'arnaque que c'est vrai que, bah, au final, là, j'en parlais, mais je pourrais peut-être mettre, en gros, là, ce qui part dans la sécu, ce qui part dans votre retraite, avec des mots plus simples. Je pense que ça vous aiderait pas mal à vous rendre compte parce que, par exemple, j'ai pas mis le détail des charges patronales, mais ce serait assez intéressant. Parce que là, vous voyez déjà que en termes de retraite, juste pour vous, il y a déjà quand même pas mal qui part dans les cotisations salariales. Après, pareil, les CSG, les trucs soi-disant exceptionnels, ça aussi, c'est colossal ce que vous payez. Quand vous savez surtout à quoi ça sert derrière, hein. C'est derrière là, c'est financer des fois des logements sociaux ou juste des aides. C'est pas du salaire différé comme ils aiment bien nous le dire. Ça a rien à voir. Donc bon, Mais je pense que l'application entre maintenant et quand elle sera live, elle aura déjà changé. Et surtout, en plus, nous, on attend pas mal de retours de votre part et pouvoir l'améliorer, voir s'il y a des trucs à changer. Faut que le truc il devienne viral. Faut que ça soit la base en fait. Quand tu veux comprendre comment tu te fais, genre, faut que tu te connectes là-dessus, tu mets tes infos et puis tu peux comprendre, tu vois. Faudrait dès qu'en fait, tu vois, t'as 18 ans, t'as ta première fiche de paye ou avant, bah tes parents ils te disent bon, voilà, on a un truc à te dire. Il y a un site qui s'appelle Nicolas Kibet. Tu vas dessus, tu mets tes infos et comme ça, tu vois, tu te prépares pour la vie. non mais carrément. C'est en fait c'est un don que faites ça, voilà, faites un don à vos enfants, c'est gratuit, hein. Voilà, c'est nicolas-qui-paye.org. C'est C'est gratuit, une ça peut ONG à but non lucratif. voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour nous placer ici, c'est que vous avez du coup remarqué, alors nous on parle des fois de Bitcoin, on parle de ça, mais notre vrai métier c'est d'être développeur. Et quand on s'ennuie, quand on travaille pas pour nos clients la journée comme moi, bah on fait ça le soir. Alors comme vous pouvez le voir, c'est joli, hein. Bon, c'est un site qui a été fait en tout cumulé, il y a une journée de boulot, hein. C'est pas non plus, j'y ai pas passé énormément de temps, mais le résultat, il se trouve assez honorable. Donc, si vous avez besoin de développeurs, que ce soit pour un site web à la con comme ça, très rigolo, mais que vous avez peut-être plus d'ambition et que vous voulez faire une appli mobile, une application web, un logiciel, que vous avez envie de sortir votre SaaS, que vous avez des idées, que vous êtes motivé et que vous partagez nos valeurs, ça c'est important pour nous, bah, vous pouvez faire appel à nous. On vous met un lien dans la description.
qui vous permet de réserver un rendez-vous avec nous. Alors ça va être la landing page de notre site, je vais vous le partager tant qu'on y est. Donc c'est notre site web, vous pouvez cliquer pour réserver un appel de 15 minutes, gratuit avec nous, voilà, on sera là tous les deux généralement. Vous réservez, on discute, et si on tombe d'accord, nous on développe votre produit. L'idée, c'est que pour vous, il n'y a aucun stress technique, mais qu'on vous développe des solutions pérennes, durables, et surtout, j'insiste parce qu'en ce moment, c'est aussi la grande mode, c'est que beaucoup de gens se disent « Tiens, je vais pouvoir utiliser un web builder, genre Webflow, WordPress, des trucs comme ça. Donc des CMS où vraiment tout est intégré. » C'est des fausses bonnes idées. Alors, des fois, ça fait le taf, mais le problème, c'est que vous allez vous retrouver avec des dépendances techniques dans tous les sens. Ça va être assez coûteux de tout développer. Nous, on a des cas clients qui ont commencé là-dessus et qui se sont retrouvés, dès que le site grossit un peu, à se dire en fait c'est trop chiant parce que je dois tout le temps drag and drop, changer toutes les pages à la main. C'est hyper chiant. On peut pas avoir du 100% custom non plus. Alors ça fait le taf de temps en temps, mais généralement, et nous, vu les tarifs qu'on propose, vous vous en sortez plutôt bien. C'est que ça va pas vous Et coûter plus cher. non, je voulais juste aussi prendre notre cas, mais pour l'anecdote, vous pouvez regarder rapidement, mais en fait, on a fait le site aussi How to Bitcoin pour faire en WordPress. Et justement, donc on est très connaisseur du système parce qu'à l'époque, on s'était dit vas-y, on veut faire un blog, c'est adapté pour. Mais genre le temps qu'on y a consacré, c'est une folie. Et le truc, il est immaintenable, quoi. C'est un enfer. Ouais, clairement. Et surtout, non, mais surtout qu'en plus, et même en termes d'hébergement, il nous coûte quasiment 20 à 30 balles par mois d'hébergement parce qu'on n'a pas la main dessus, que héberger un WordPress soi-même, c'est un peu chiant. Donc, faut passer par des hébergeurs qui se gavent un peu. Alors que nous, la plupart des sites web qu'on fait, il n'y a pas de prix, l'hébergement coûte 0. On vous facture pas de maintenance s'il n'y a pas besoin. Donc, c'est-à-dire, vous avez votre produit, vous payez un devis initial on peut démarrer quasiment à partir de 500 € pour des besoins très, 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 très légers. Mais vous pouvez avoir des sites vitrines avec pas beaucoup de pages aux alentours, des fois même des 1000 € si vous savez exactement ce que vous voulez, ce qui est pas exorbitant, et on vous fait un truc 100% custom, qui marche bien, qui vous coûte rien, qui est facilement maintenable. Et ce que je voulais dire avant, c'est que c'est aussi tentant maintenant de vouloir vibe coder des trucs avec l'IA. Je vais pas vous dire qu'on le fait pas et que c'est pas forcément intéressant, mais disons que c'est bien pour tester, voilà, en slip dans sa chambre 5 minutes. Mais en fait, dès que votre produit, vous voulez le mettre sur le marché, ça va péter. Parce que derrière, il n'y a pas une infra solide. Votre truc, il est hébergé à l'arrache. Ça va vous coûter très vite très cher s'il y a du trafic. Dès que vous allez commencer à vouloir développer des features complexes, ça va partir en couille. Votre base de code, elle va être immaintenable. Et en fait, ce que vous allez dépenser déjà en thunes, parce que c'est quand même pas donné d'utiliser tous ces outils, et en temps à passer, vous n'allez pas forcément vous y retrouver, in fine. Donc ça peut être intéressant dans certains cas, mais voilà, faites gaffe parce que d'expérience, on sait qu'on s'est déjà récupéré des projets qui ont été vibe codés, et malheureusement, des fois, il faut recommencer à zéro. Et ça, pour le coup, ça fait très très mal parce que vous êtes content de ce que vous avez fait, vous avez peut-être des premiers clients, et là, dès que vous voulez passer à l'échelle, il faut sortir un gros billet parce qu'il faut recommencer à zéro. C'est un peu chiant. Voilà, c'était la grosse parenthèse promotion. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site et à réserver un appel. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, il y a un formulaire de contact, si vous n'avez pas envie de nous parler, ce que je peux comprendre. Et on vous répondra sous 24 heures généralement. Bon, il est temps de parler de notre premier sujet. Il était peut-être temps. Bitcoin. Je sais pas si tu as regardé les graphiques récemment, ce qui se passe sur notre Bitcoin. Mais il a baissé déjà. Là, il a baissé, il est à 107 000. Il est en train de mourir. Voilà, là, c'est la catastrophe. Alors, si je dis pas de conneries, l'ATH qu'il a fait, c'était 122 000, on regardera juste après. Mais juste avant de passer sur Bitcoin, moi, je voulais quand même qu'on regarde les autres. Parce que ça me fait quand même beaucoup rire. Alors, si on prend par exemple Ethereum, parce que là, on peut voir qu'Ethereum performe plutôt bien récemment, enfin plutôt bien. Faut le dire vite. C'est un jour. C'est un jour. Ok. Ethereum performe plutôt bien. Pour ceux qui le suivent, il y en a qui vont me dire, regardez, c'est génial. Bon, comment on affiche ça en BTC? En un an, c'est plus la même gueule. Déjà, c'est vrai qu'en un an, c'est vrai que t'as acheté de l'Ether il y a un an, t'es en perte. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. T'as toujours pas commencé à faire du bénéf. On va regarder après en BTC si c'est vrai. Du coup, moi, ce que je veux vous présenter quand même, parce que c'est surtout la paire ETH-BTC. Alors là, on est en ETH-USD. On va mettre ETH
BTC. Et là, c'est le drame. On va mettre en une semaine. Voilà. Là, on peut commencer à Ah non, discuter. c'est en weekly, c'est en weekly. Là, c'est des bougies de semaine. Donc là, c'est 2025-2022. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais à peu près comme range sur les 3 Ah dernières années. non, c'est Bon, magnifique. donc nous, on a commencé à faire des vidéos, pour ceux qui se souviennent, il y a 2 ans. C'était début 2023 à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Début 2023. Donc on se situe à peu près là. On a commencé, on était là. Puis on a eu une armée de connards qui nous ont dit ouais, mais en fait, faut acheter des alts pour accumuler plus de BTC parce que sinon, en fait, si vous achetez juste du Bitcoin, bah ça va être trop compliqué de faire de la performance, blablabla, blablabla. Bah, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que si on vous avait écouté il y a 2 ans, on aurait 3 fois moins de BTC aujourd'hui. Voilà, c'est simple, c'est mathématique. Et je sais pas toi ce que tu penses. Est-ce que tu penses qu'il y a un monde où acheter des alts pour accumuler plus de BTC, ça fait sens? Ça a peut-être fait sens il y a un moment, mais c'était toujours un pari, quoi. Bah, en fait, il y a un moment, tu pouvais faire des petites stratégies, te dire, je fais 80-20, je mets 80% en Bitcoin et je mets 20% pour tenter de faire des petits coups de poker, loto sur d'autres choses. Et en vrai, ça pouvait le faire, mais il fallait toujours réussir à sortir quand même. Ce qui est pas donné à tout le monde. Derrière, c'est même très dur. Il y a quelques légendes, quelques gens que tu peux croiser qui te disent, ouais, j'ai réussi à sortir 10, 20 000. Mais, je pense que souvent, en plus, ils omettent de parler des pertes à côté. Donc, ils prennent juste les trades gagnants. Donc, en général, je pense que ça marche quasiment jamais. Et en fait, pire que ça, je pense que, en fait, ça te donne des mauvaises habitudes. Et je parle d'expérience. En fait, tu perçois en plus ton investissement et toute cette chose comme étant plus du gambling, du pari, que vraiment, un investissement. Et donc, en fait, dans ta tête, tu dis, vas-y, j'ai bien compartimenté. J'ai d'un côté Bitcoin, c'est vraiment mon investissement. De l'autre côté, j'ai mes cryptos. Mais en fait, le cerveau, il marche pas du tout comme ça, hein. Le cerveau, il est très, très, très bon pour brouiller les choses, faire des spaghettis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être que ta stratégie, elle marche un temps, t'arrives à accumuler du BTC. Ce qui, à un moment, tu peux aussi très, très vite faire de la merde et plus distinguer en fait ce que tu as en BTC avec le reste et dire bah tiens allez en fait je switch tout ce que j'avais en BTC, je le remets dans des cryptos pour augmenter mon stack ou je le mets en gros levier. Wrong idea, hein. Bah, c'est ça, c'est que moi j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il vaudrait pas mieux, mais je pense que c'est une fausse bonne idée, être un peu de levier mais sur du BTC, mais quand je dis un peu de levier, c'est jamais dépasser 1.5. Si à partir du moment où vous commencez à taper des leviers sur 2, en fait, de regarder c'est quoi le drawdown maximum de Bitcoin, je crois que la chute la plus violente qu'on puisse avoir de Bitcoin dans l'histoire, c'était peut-être un moins 70% dans l'histoire récente, et encore moins 70, c'est pas énorme, hein. 1.5 c'est beaucoup déjà quand même. Bah, un point, 1.5 comme tu dis tu fais plus de moins 50%, genre moins 51%, t'es rect, hein. non, si tu fais c'est un levier x2 ça. Si tu fais un levier x2, faut que le prix se divise par 2. Donc 1.5 c'est un tiers, si je dis pas de conneries. Donc en vrai, dans ce cas-là, je me dis bah faut que le prix perde ouais 2 tiers de son enfin Ouais, mais faut qu'il même défende. dans ces cas-là, Mais après voilà, moi en tout cas, j'étais juste en train d'essayer de balancer les deux, est-ce qu'il vaut pas mieux faire l'un que l'autre si vous voulez un peu de fun et de pas faire ça avec tout son stack surtout. C'est-à-dire on reparlait des 80-20, vous avez 80 de BTC sur un cold wallet, dans un coffre, ce que vous voulez, vous y touchez pas, vous l'oubliez. Vous prenez 20%. Surtout, moi en fait, je pense que c'est... Alors bien sûr, on n'est pas conseiller en investissement, ne faites pas ce qu'on vous dit, mais je pense aussi que quand t'as traîné dans ce milieu, dans cet écosystème, t'as quand même un, un problème avec le risque. Tu sais plus ce que c'est le risque, et t'as quand même besoin de te nourrir d'émotions. Et le problème, c'est qu'acheter du BTC et de le mettre sur une clé, bah les émotions, tu te fais chier, hein. On se fait quand même vachement chier de juste acheter du BTC, de les mettre sur une clé, de l'oublier, de regarder son wallet faire 30% par an. Moi, ça me va très bien, mais je sais que pour la plupart des gens, c'est pas très drôle. Donc je me dis, il vaut peut-être mieux allouer une petite part. Alors 20% c'est beaucoup, peut-être 10, 5. Et mettez des petits leviers dessus, prenez des trades si vous voulez, jouez avec pour vous mais animer. même ça, je pense pas que c'est une bonne idée. Je me dis, tu vois, il vaut... Après, le problème, c'est que je sais, c'est là, t'ouvres la boîte de Pandore, mais je me dis, en fait, si t'as besoin de sensations, il vaut mieux le faire dans une moindre mesure comme ça, que de finir par faire ça avec tout son stack. Mais dans tous les cas, pour moi, la Ouais, leçon... pour moi, c'est comme prendre un peu de coke de temps en temps, tu vois. Genre, tu finis toujours par t'en mettre trop dans le nez. Voilà.
C'est un strike, mais genre, comme la plupart des trucs dans le genre, tu vois, genre, tu finis par faire de la merde. Et le problème, Non, c'est mais que le cerveau est très, très, très bon pour rationaliser des choses irrationnelles. donc ça veut tu veux dire que tu vas mettre 5%, tu vas tout perdre, puis tu vas te dire: «Bon, je remets 5». Puis, ah, bah, de toute façon, pour récupérer les 5, il va falloir que je mette 10. C'est Puis à ça, la fin, tu fais comment ça s'appelle, la technique de la martingale. la martingale. Ouais, tu doubles la somme comme au casino. C'est ça. Ouais, non, non, en gros, on déconseille, quand t'as un actif déjà qui fait, en moyenne, je crois que c'est 67% de perf par an. Je sais plus, j'ai jamais les mêmes stats. Moi, j'avais 30 si tu annualises, tu prends quoi? Mais ça me paraît peu 30. Ouais, bah, 30, je pense qu'ils enlèvent les premières années. Bon, en gros, ça fait beaucoup, quoi. Ouais. C'est le the best performing asset. Non, mais c'est Donc, vrai. en vrai, faut arrêter, hein. Et c'est vrai que ça, c'est aussi, il y a souvent des gens sur Twitter qui nous disent ça. Vous nous dites: «Oui, mais si on veut aller chercher plus de perf», mais un mec qui achète le S&P tous les ans, déjà, il se pose pas cette question et là, vous faites, allez, 5 fois minimum le S&P et vous vous dites: «Tiens, il me faut encore plus de perf». Mais faut vraiment redescendre sur terre et remettre les choses dans leur contexte. Genre déjà Bitcoin, c'est lunaire. C'est vraiment c'est un truc, ça devrait pas exister, c'est une anomalie. Aujourd'hui, moi, à titre personnel, et c'est pas un conseil en investissement, je trouve que c'est l'un des actifs les moins risqués qui existent, mais qui propose le meilleur rendement quasiment annualisé. Donc il y a une asymétrie de risque, quand vous l'avez bien compris comme moi ou je suppose comme toi aussi, qui est énorme. Donc n'allez pas commencer à aller chercher sur autre chose plus de rendement, que ce soit avec du levier ou de l'Ether ou du XRP parce que je les vois à l'écran, parce que déjà c'est des actifs qui ont rien à voir. Et ça, je pense que c'est aussi un grand point, c'est Bitcoin is not crypto, les gars. Genre vraiment, et c'est pas dans le sens que ils ont pas des points communs technologiques ou quoi. C'est qu'en termes d'assets, ça n'a rien à voir. Oui, ils ont des points communs tech, il y a la blockchain, mes couilles, mais derrière, bah, la proposition de valeur n'est absolument pas la même. Les fondamentaux, j'ai envie de dire sociaux quasiment, n'ont rien à voir. L'adoption de Bitcoin n'a rien à voir avec celle d'Ethereum, et en moins de Ripple et toutes ces conneries. C'est vraiment des assets qui sont complètement différents, qui sont décorrélés. Alors oui, vous allez pouvoir trouver de la corrélation, mais de manière générale, des fois ils sont presque inversement proportionnels quand on voit le cas d'Ethereum. Et donc ne vous dites pas, je vais acheter de l'Ether parce que comme ça quand Bitcoin monte, bah lui il va monter plus vite. Parce que ce qui va surtout se passer, c'est quand Bitcoin monte, il va pas forcément monter plus vite, mais quand Bitcoin va baisser, par contre là je peux vous garantir que tout le marché crypto va plonger et c'est x2, x3 minimum. Et l'expérience qu'on a fait là de faire la paire Bitcoin, non, Ethereum Bitcoin, vous pouvez la faire avec quasiment toutes les cryptos, hein. C'est tout le temps la même expérience. Et si vous avez l'impression à un moment qu'il y en a un qui est en train de sortir de ce cercle, c'est juste que vous arrivez au pic. C'est vraiment le moment de vendre. C'est ça. Que c'est quasiment tout le temps une mauvaise idée. Bah ouais, c'est Et si vous hésitez aussi entre faire un DCA, je sais pas, si vous avez une petite somme de côté et vous hésitez et vous vous posez la question, on a aussi un indicateur, tu pourras le montrer, qu'on a développé sur le site. On a quelques apps là comme ça et il y en a un pour simuler en fait avec des données historiques qu'est-ce qui se serait passé si vous étiez en train de DCA ou de faire un all-in. Et en gros, bah, en haut à gauche, vous pouvez mettre le montant que vous avez en tête d'investir. Et ce montant, vous allez pouvoir le comparer en termes d'investissement. Et par exemple, là, on est sur une fréquence d'investissement pour un DCA qui va être quotidien. Donc, vas-y, on met tous les jours. Vous pouvez aussi faire en hebdomadaire ou en annuel. Et là, on parle d'un début en 2021. Peut-être faire des dates un peu plus proches, genre c'est quoi, 2023. Genre comme, allez, début de la chaîne. Décembre 2023. Ouais, je pense que vous voyez pas la pop-up, mais là, il est en train de choisir les dates. décembre 2020. Ouais, on a commencé plus tôt. Oui, c'était janvier, je suis con. Ouais, allez, on va mettre février. Et là, après, vous avez un petit slider pour l'investissement initial. Et ça, en fait, c'est juste, est-ce que pendant votre DCA, c'est une petite fonctionnalité en plus, est-ce que vous êtes parti avec un petit cul-sec au départ, quoi? Est-ce que vous avez mis 10%, 20, 30, 40% de votre investissement de DCA initial directement en one shot en achat dès le début Mmh. du DCA. Et ensuite, vous avez la période d'investissement en DCA, ce qui veut dire que en fait, vous pouvez vous dire, bah tiens, on regarde cette tranche de temps,
mais on regarde que les 365 premiers jours pour le DSCA. Et vous pouvez le changer. Et en mettant max, en fait, ça va tout de suite analyser l'investissement sur la totalité de la période. Donc là, ça fait de 18 février 2023 au 15 juillet 2025. Donc ça fait 870 jours. Et si vous changez la fréquence d'investissement que vous passez en semaine, il faudra recliquer sur max et ça va faire en fonction du nombre de semaines. Donc là, on peut envoyer la sim. Ok, juste pour reformuler si j'ai bien compris. Donc là, ça veut dire que ce qui se passe, c'est on est le 18 février, j'ai 10 000 euros à investir, mais je mets 1 000 euros d'un coup au début. Et ensuite, pendant 878 jours, je divise le montant qui me reste, donc les 9 000. Donc en gros, je mets 10 balles par jour. Exactement, t'as tout compris. Ok. Putain, c'est pas comme si c'était sur mon site web aussi. Et en vrai, par contre, c'est très violent. Vous performez de moins 203%, par contre. Comment tu performes de moins 203%? Alors oui. En fait, voilà, l'objectif, Oui. c'est de voir la différence entre les deux Ok. types d'investissements. Donc, en gros, là, tu aurais fait un rendement de 375% si tu avais tout investi d'un coup. Et en DCA, tu aurais fait seulement 172%. Ok. Donc, en fait, tu as sous-performé de 203%. Je crois que ça s'appelle un lump sum, comme ça, je sais plus, all-in. Oui, parce que là, on voit bien au début. Donc là, on met alors, j'ai pas l'impression par contre que ça ait compté les. Ah si, on commence à 1000, voilà, comme on a vu. Donc là, le DCA, on commence avec les 1000 initiaux et le portefeuille all-in. Donc on a mis 10 000 dès le début. Et en fait, là, les 10 000 dès le début, en fait, ils vont juste suivre le cours du BTC concrètement en USD. Parce que si on le met en BTC, surprise, on a toujours autant de BTC à la fin. Et en fait, ouais, on voit qu'à la fin, on finit avec beaucoup moins de BTC, en fait. C'est surtout ça la différence. On voit que ouais, le prix a tellement augmenté qu'en fait, au fur et à mesure, tu as toujours plus de mal à accumuler du BTC. Ok, et là, normalized, c'est sur une base 100. Ok, c'est pour qu'on se rende un peu plus. Exact. Donc, C'est conclusion. un bel indicateur, je trouve. Ouais, pareil, ça, on vous mettra un lien dans la description, c'est sur notre site web. C'est un simulateur de DCA. Vous avez aussi un simulateur d'inflation. Et 2 autres. Alors celui-là, il est vraiment rigolo, 5 minutes. Et celui-là, il est vraiment technique. Et on en a d'autres qui devraient arriver un de ces jours, qu'on vous rajoutera. Ouais, il y a quelques bugs, mais pour le DCA, en fait, l'idée, c'est plus de tester un peu tout. Parce qu'en fait, là, on a montré une version où le all-in fonctionnait mieux, mais il y a des périodes par exemple, où c'est en descente, où mieux vaut en fait un DCA. Mais là, comme on a pris exactement le bottom, ouais, c'était carrément mieux de réussir à all-in. Mais voilà, c'est juste pour essayer de se faire des idées. Mais en général, je crois, selon les expériences qu'on fait tourner la- l'expérience 1 million de fois, tu vois, sur plein d'échelles de temps différentes. Je crois que le all-in, il surperforme dans, je crois, 67% des cas, 70, c'est un truc dans le genre. Théo Mogenet a sorti avec le compte de Bull, je sais plus si c'était à son compte ou sur le compte de Bull Bitcoin, sur X, et du coup un article associé, une étude statistique qu'il a fait sur le sujet, pour démontrer que le DCA sous-performe largement. Donc on essaiera de vous retrouver, on vous mettra le lien, parce que c'est intéressant. Alors après, moi je nuancerai juste un point, parce que là du coup, la traduction de ce qu'on dit, c'est il vaut mieux faire all-in que de DCA. Alors oui, mais il y a deux choses. C'est que j'ai le sentiment que quand on veut faire all-in, du coup, on va être beaucoup plus incité à timer le marché. Et là, du coup, on peut se retrouver dans une énorme merde. À se dire, typiquement, c'est les mecs qui attendaient 12K en 2022. Bitcoin tombe à 15 000. Et là, ils se disent, ah, mais attends, je vais faire all-in, j'attends 12 000. Et en fait, là, c'est à 120 000, ils ont toujours pas acheté de BTC, ils sont gros. Et souvent, le pire en plus dans ces cas-là, c'est que tu finis par acheter le top. En plus. Et alors, t'attends, et en fait, il y a un moment où il y a tellement l'euphorie, tu te dis, putain, en fait, il va monter beaucoup plus haut. Et là, tu te dis, vas-y, j'achète. Ça continue à monter un peu, et en fait, t'as acheté le top, et le truc, il redescend. Bon, après, il remonte plus haut, mais il remonte plus haut peut-être 1 an ou 2 ans après. Et là, ça fait mal. Et surtout, t'as pas dormi. Surtout que tu risques de revendre le bottom en plus. C'est ça, c'est qu'au bottom, tu vas commencer à paniquer. Bref, tu vas avoir une vie de merde, en fait. Donc, faites pas ça. Et surtout, moi, il y a une notion, là, au-delà de la notion financière qui est évidente, c'est la dimension mentale et le sommeil que vous allez perdre. Déjà, vouloir timer le bottom, en fait, c'est des heures de sommeil en moins, parce que vous allez rester derrière les graphiques, ça va être chiant. Donc, personne ne devrait passer des journées comme ça derrière un graphique, en réalité, à part si vous êtes trader et que c'est votre métier, hein, mais sinon, faut pas faire ça. Et puis Mais surtout... je pense en vrai,
Ouais. Ça dépend beaucoup en fait de ce que représente la somme que vous comptez investir par rapport en fait au total de votre capital et de votre âge aussi. Parce que si c'est tout votre capital mais que vous avez quoi 21 ans, bah voilà, vous savez que sur les 15-20 prochaines années, vous allez encore gagner plein d'argent et vous allez pouvoir encore DCA. Donc au final, notre all-in, c'est juste le premier investissement avant d'autres. Mais si vous avez 45 et que vous avez accumulé 100 000 et que vous faites un all-in, là le all-in il a plus le même goût quoi. Surtout que on le dit souvent, pour moi, on n'achète pas du BTC avec de l'argent qu'on est prêt à perdre. On est prêt à acheter du BTC avec de l'argent qu'on est prêt à immobiliser. Et parce que voilà, je prendrai pas les paris et c'est toujours pas du conseil d'investissement, mais Bitcoin ne vaudra jamais zéro. Donc vous allez pas perdre cet argent. Par contre, vous pouvez le perdre si vous perdez vos clés, donc faites attention. Mais par contre, c'est de l'argent qu'il faut être prêt à immobiliser parce que la réalité, c'est que vous achetez du BTC même aujourd'hui. On n'est pas dit que d'ici un an, bah, on retombe à 80 000, il y a un petit bear market et que pendant 3 ans, on revoit pas ce prix. Ça veut pas dire que sur le long terme, vous allez pas potentiellement faire des gains. Ça veut dire que par contre, si dans les 3 prochaines années, vous vendez, vous allez vendre à perte. Vous pourrez vendre, vous vendrez à perte, mais bah du coup, c'est un investissement de merde en fait. Faites juste gaffe à ça. Et le dernier point, pourquoi moi le DCA je trouve ça intéressant, c'est pour le côté je débranche mon cerveau et j'achète sans m'en rendre compte. Après, ouais, il y a quand même un truc, c'est qu'il faut vraiment investir à la hauteur de ses convictions, de ce que tu as compris sur l'actif, et pas de l'euphorie que te partagent les autres et les gens que tu regardes, des genres de choses. Et le problème, c'est que tu as tendance à faire ça parce qu'en fait, un peu comme, je sais pas, moi, je compare ça à quand j'ai envie d'acheter un téléphone ou un objet tech, tu vois. Mmh. En fait, il y a un moment, j'ai juste envie de me branler sur l'objet, tu vois, et sur comment on me le vend, tu vois. Mmh. Du genre, tu vois, t'es sur un téléphone, tu regardes tous les comparateurs, les trucs, oh, c'est l'écran OLED Ultra 4K, je sais pas quoi. Et en fait, ça te sert à rien, mais t'es là, tu te fais du bien. Ouais, ouais. Et en fait, c'est plus une sorte de progression rationnelle où tu te dis, est-ce que j'en ai besoin, à quoi ça va me servir pour mon business, pour ma vie, pour mes trucs. Et en fait, tu peux être tenté de faire la même chose sur Bitcoin et ça serait une bonne chose. Mais en fait, ça se trouve sur le long terme, tu vas faire de la merde. Et en fait, après, une fois que tu es vraiment certain et que tu as une conviction ultime, ce qui est même pas encore vraiment notre cas, tu peux vivre sur un Bitcoin standard. Et il y en a qui le font. Bon, je pense que ça nécessite peut-être quand même d'en avoir acquéri pas mal et d'avoir quand même un stack conséquent par rapport, je sais pas, au coût de la vie dans l'endroit où tu te trouves. Mais ensuite, tu peux vivre dessus et en fait, voilà, tu te prends des baisses, des hausses, mais en fait, le coût d'opportunité, de rater une hausse, et ben Mmh. tu le connais jamais. Parce que en permanence, tu peux dire: «Putain, j'avais cet argent qui était bloqué sur mon compte. J'avais, je sais pas, 20 000 balles, 15 000, qui étaient là dans ma trésor, sur mon livret. Je l'ai pas investi» et à chaque fois, tu y repenses. Et le truc, c'est que, bah, comme on l'a dit avec, le all-in, c'est qu'en général, tout l'argent que tu te gardes en euros, en dollars, dans n'importe quelle devise, bah, en fait, c'est un coup d'opportunité de pas avoir du Bitcoin. Et en fait, là, c'est le moment où tu arrives, et là, c'est, l'ultime maxi, le cerveau qui éclate. Ouais, ouais. Mais ça demande beaucoup de temps et je pense quand même à une certaine trésor. Tu peux pas faire ça quand tu démarres ou sinon faut avoir les reins solides. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais au début, c'est la thèse de enfin, c'est la thèse. C'est ce que Lyn Alden met souvent en avant et d'ailleurs, j'ai son livre, alors je peux pas vous le donner parce que mon téléphone est posé dessus et il sert de caméra, mais il y a son livre Broken Money qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle Rupture monétaire avec une préface d'Alexandre Stachenko qui est, chez Consensus Network, que vous pouvez vous procurer avec moins 10 avec le code How to Bitcoin. On vous met un lien dans la description aussi. Et donc, c'est un livre de Len Alden qui analyse la monnaie sous le prisme de la technologie. Donc, ça change vraiment des autres livres sur Bitcoin. Moi, je recommande. D'ailleurs, en plus, c'est pas un livre sur Bitcoin. C'est surtout ça, d'ailleurs, le plus important. C'est que moi, les livres sur Bitcoin, bon, bah voilà, on commence à les avoir vus. Et lui, c'est quand même un livre assez rafraîchissant qui parle de la monnaie autrement que, bah, comme nous, on a l'habitude de le faire aussi, que d'un point de vue économique et presque des sciences sociales. Là, c'est d'un point de vue tech, d'un point de vue rupture technologique, ce que Bitcoin est. Et donc, Lyn Alden partage aussi cette thèse, c'est que vous devez avoir du Bitcoin à hauteur de ce que vous le comprenez. Un mec qui a parfaitement compris, dans une mesure toujours, enfin,
toute proportion gardée, parce qu'on n'a jamais compris parfaitement jusqu'à la dernière ligne de code, mais qui a vraiment bien compris, bah ouais, il peut être à 90% de son patrimoine en BTC, s'il est très à l'aise avec ça. Mais un mec qui découvre, qui pense que c'est l'idée du siècle, mais qui a encore pas compris, si tu mets plus de 10%, t'es juste un dégène et tu vas faire des conneries. Donc, La thèse du livre, moi je l'ai pas lu personnellement, mais je m'étais renseigné dessus. J'avais écouté les interviews qu'elle avait fait sur son contenu, et puis j'avais l'occasion aussi d'interviewer quand on était à Madère. Je vous invite à les regarder, mais vous moquez pas de mon anglais, s'il vous plaît. Et bon, l'interview elle est pas longue, c'est quoi, c'est 20 minutes à peine. Et en fait, c'est d'expliquer l'évolution de la monnaie via le prisme de la tech, et pourquoi en fait, en général, c'est pas un complot, on nous enferme pas dans telle façon de voir la monnaie et tout. C'est juste en fait des limitations technologiques qui font qu'après, on arrive à un optimal de de comment, on va dire, le système d'information qu'est la monnaie se met en place, et que c'est à chaque fois parce qu'il y a une évolution technologique, qu'il y a des nouveaux moyens de transport de l'information, ce genre de choses. Et aujourd'hui, la blockchain et Bitcoin avec le consensus de Nakamoto qui permet qu'on arrive à un nouvel optimal euh, qui serait Bitcoin. Et la thèse est assez élégante et intéressante. ouais. Ouais, et en plus, je trouve que c'est un bouquin que beaucoup de libertariens devraient lire. Parce que j'ai l'impression que c'est, en tout cas, les libertariens qui ne se sont pas accaparés Bitcoin. Et il faudrait qu'on en envoie un exemplaire à notre ami Stéphane Gers, qui a, c'est peut-être bon après, au-delà de ceux qui pensent que c'est juste de la mauvaise foi parce qu'il veut pas de Bitcoin, mais c'est peut-être, moi j'ai l'impression, la pierre qui manque à certains libertariens de dire oui, le Bitcoin, ça ne respecte pas le théorème de régression de Mises, machin. Bah en fait, il y a des moments où en fait il y a des ovnis qui arrivent, il y a des ruptures technologiques, et en fait, Mises, avec tout ce que je lui voue comme culte, il y a 100 ans, il pouvait peut-être pas percevoir ça, c'est-à-dire Bitcoin qui arrive. Et après, d'autres après lui ont commencé à imaginer des monnaies numériques, mais bah voilà, en fait, il y a des moments, il y a des ruptures, le paradigme change et il faut l'accepter. Et vous mettre en face ne fera que vous appauvrir, hein. Concrètement, voilà, je connais pas Stéphane personnellement dans sa vie, mais se mettre frontal, ne pas en acheter et dire que ça sert à rien, à la fin, c'est un choix à l'échelle individuelle qui est très mauvais, hein. Et quand on est individualiste, c'est con. Ça me fait penser à un truc, pour revenir sur cette interview. Parce qu'en fait, lui, sa thèse, c'est vraiment de se dire, si t'arrives, c'est le titre de la vidéo, genre, dans un monde libre, Bitcoin sert à rien. Et la thèse, elle est assez séduisante aussi, tu vois. Tu te dis, c'est vrai que quand tu tires les ficelles du truc, tu te dis, une fois qu'on est tous libres, pourquoi on va utiliser Bitcoin? Pourquoi on n'utiliserait pas juste de l'or? Il y a des écritures comptables dans des banques, les banques qui font n'importe quoi, elles sautent, et ainsi de suite. Tu arrives à un monde où la concurrence a fait son jeu, et t'as de l'or papier où il y aurait pas d'inflation du papier, tu vois, où tu vas pas créer plus de papier qu'il y a d'or. Le truc, Moi, c'est que je suis d'accord en rien avec cette théorie, hein. Je la ah ouais. réfute en aucun. Ah ouais, ouais. Bah, en fait, c'est comme dire aujourd'hui, l'or sert à Non, rien. théoriquement, je trouve que ça marche, tu vois. Mais non, parce que Mais en sert fait, à rien il pour a moi, pas il d'utilité. a enlevé trop de choses. Genre, là, il a créé une idée où il a enlevé énormément de contraintes. Un peu, le problème, c'est que ça ressemble beaucoup à un communiste où d'un coup, en fait, il idéalise quelque chose. Et une fois que tu as enlevé toutes les contraintes, que tu as simplifié le système au max, bah ouais, en fait, on n'a pas besoin de la propriété privée. Non, mais c'est ça. Alors déjà de ce Et, point-là, mais et, c'est et au même final, là, c'est pas la propriété, mais là, c'est la possession, en fait. C'est ça ce que ramène Bitcoin. C'est que, ouais, en fait, la propriété privée, ça marche pas parce qu'elle dépend d'un autre, et que là, Bitcoin te dit, non, en fait, on s'en fout de la propriété privée. T'as pas besoin de l'État qui te dit, ça t'appartient. Tu dis juste, c'est dans ma poche, c'est à moi. et je suis complètement d'accord sur ça pour réfuter, mais c'est surtout en fait, c'est pour moi le terme ne sert à rien. OK, il ne sert peut-être à rien, comme aujourd'hui, dans le monde actuel, l'or ne sert à rien. Genre l'or, qui l'utilise, à part pour ses fonctions en tant qu'or, dans la métallurgie, enfin dans la bijouterie, je voulais dire, ou dans les circuits imprimés.
ce qui n'est pas du tout ça qui lui attribue sa valeur aujourd'hui, c'est que du premium monétaire quasiment. Aujourd'hui, l'or ne sert à rien et pourtant, à ce que je sache, si tu lui poses la question, il va te dire: «Bah, si». Et en fait, dans un monde libre, Bitcoin sert exactement à la même chose. C'est, la réserve de valeur ultime qui peut-être ne sera pas utilisée en tant que monnaie à ce moment-là parce qu'il y aura un tel excès de confiance, une telle prospérité qu'on va utiliser que des substituts monétaires, qu'il y a des monnaies privées qui vont émerger, que peu importe, tu vois? Je dis pas Ouais, que mais je Bitcoin trouve que et en fait, l'amener c'est dans ce sens-là, il est c'est il est utile dans tous les cas. En fait, il joue un rôle, c'est juste que son rôle peut muter selon les époques, selon la mmh. temporalité, selon le niveau de prospérité et selon où tu es aussi. C'est comme les mecs qui te disent aujourd'hui en Europe: «Ah, tu pas ta baguette avec ton bitcoin». Mais connard, va en Afrique, dans un endroit où tu pas de banque et on va voir si bitcoin n'est pas utile à l'instant T, tu vois? C'est pour ça, moi, ça me dérange, c'est qu'en tout point, en vrai, je trouve que c'est faux. OK, dans son utopie, mais ça revient à dire, bah, dans une utopie communiste, on n'a pas besoin de propriété privée. Oui. Mais est-ce que ça peut arriver? Bon, bah, voilà. Mais son argument est quand même intéressant, du point de vue genre qu'il y a quand même des risques et il y a un scénario, qui baisse, un petit peu la valeur long terme de Bitcoin. Où tu peux te dire: «Vas-y, on fait un système d'information lié à des, et au final, c'est un peu ce qui existe déjà, hein, tu vois? Tout notre système aujourd'hui monétaire, juste avec des collatéraux où en fait, c'est des écritures comptables de banque qui disent: «Bah oui, on a ça, c'est écrit» et en face de ces collatéraux, on écrit, bah, qu'on a créé de la dette et donc de la monnaie. Donc genre, tu vois, avec de l'or, ça marche aussi très bien. Heu Bah, c'est pour ça que pour moi, en et fait, dans ce et il y a tout scénario l'aspect physique, tu sais, de se dire, genre, tu vois, un peu, il y a une panne générale, d'électricité ou d'un réseau, bah, d'un coup, ton bitcoin, c'est quand même une super galère à utiliser. Moi, je trouve la critique est toujours intéressante, tu vois, de garder. non, mais je trouve c'est intéressant de poser la question et de s'y intéresser. Mais après, alors, pour répondre sur la panne d'électricité, alors pour moi, ça aussi, hein, c'est un sophisme, qui a la peau dure. Parce que les pannes à moins d'une panne d'électricité mondiale et généralisée, qui, franchement, à part un scénario de guerre nucléaire ou de météorite, je vois pas trop dans quel monde, l'intégralité du globe, se retrouve sans électricité. Mais tu pas besoin de l'intégrer. Il suffit qu'il y ait une région, genre juste ta ville, qu'il y a ta ville qui tombe, pour, plus d'une journée ou je sais pas quoi et tu pas de batterie, tu peux pas utiliser ton téléphone, genre, tu serais au moins content d'avoir du cash, tu vois? Ouais, mais dans ce cas-là, pour moi, à l'ère enfin, dans nos sociétés occidentales actuelles, même si tu as une coupure généralisée de courant, pour moi, c'est les grosses infrastructures qui ont besoin d'électricité, mais tous les petits trucs comme ça, genre un téléphone, tu pourras trouver des générateurs de secours, de l'électricité, genre, en fait, de quoi avoir au moins, de quoi alimenter un téléphone, un système d'information. Parce qu'au final, c'est presque le premier truc que tu vas allumer dans ce genre de situation. Tu vas pas commencer à essayer d'alimenter un frigo qui consomme une tonne. Tu vas le faire à la marge, hein, voilà, on en revient toujours au même raisonnement. Et les premiers trucs que tu vas faire, c'est ce qui demande que dalle, c'est-à-dire un téléphone. Et là, bah, d'un coup, tu as du Bitcoin, tu peux l'utiliser bien plus facilement que n'importe quoi d'autre. Donc même dans ce cas-là, sinon, il faut vraiment parler d'un scénario d'une extrême violence, tu vois? Ouais, non, non, mais après, moi, c'est plus en termes de proba d'événements, comment c'est répercuté sur ta thèse d'investissement. Du genre, tu vois, si, il y a 2-3% de chances que Bitcoin échoue, bah, au final, dans le prix, que tu prédis, potentiel de Bitcoin, bah, tu un peu ces 2-3%. Et au final, pour moi, c'est plus comme ça que je vois, bah, les critiques que fait, Stéphane. C'est-à-dire, voilà, c'est vrai que c'est des scénarios que tu peux en prendre en compte. Après, qu'est-ce que ça représente sur le prix total? Si tu dis: «Bah, moi, je vois Bitcoin à 10 millions dans 20 ans, et je vois son truc, et c'est 1% de chance que ça arrive», bah, il va aller à 9 millions, Mmh mh. ouais, un truc dans le genre, tu vois? 9 900 000, Mmh. c'est tout, tu vois? C'est juste pour pondérer. Après, il y a un truc, là, c'est vraiment purement philosophique, tu vois? Mais, imaginons, ce qui n'est pas mon cas, ne venez pas me kidnapper, mais je suis all-in, Bitcoin, j'ai que du Bitcoin, je suis blindé. Ce n'est pas mon cas. J'accepte d'être ruiné si on vit dans un monde libre. Genre pour moi, ce serait complètement OK que je devienne ruiné parce qu'on vit dans un monde complètement libre et que du coup Bitcoin servirait effectivement à rien. J'ai envie de dire en fait, pour moi, c'est presque un edge contre, le fait que le monde part en couille et malheureusement, ça reste un point de vue personnel, mais tout y porte à croire, on va pas parfaitement dans le bon sens.
Alors déjà, en plus, c'est vrai que la thèse de Stéphane sur dans un monde libre, pour moi, un monde libre n'existera jamais. Il y aura des endroits libres, mais un monde libre, faut pas rêver, hein. Tout le monde va pas se coordonner pour vivre en minarchie ou en anarchapie. Donc voilà, mais en admettant que ce soit le cas, je serais vraiment très content d'être ruiné et et puis on vivra dans un monde bien a priori, loin de notre enfer socialiste. Donc moi, ça me va. Et, euh, et juste pour clôturer sur le sujet de Bitcoin, là, depuis tout à l'heure à l'écran, j'ai le prix du BTC. Donc, qui, comme vous pouvez le voir, si on se met sur 7 jours, donc a fait un ATH à un peu plus de 122 000 $, quasiment 123 000. Et donc, si on se remet sur la même échelle de temps que notre ami Ethereum, donc s'il y a un an, vous aviez acheté du BTC, aujourd'hui, vous auriez 2 fois plus de dollars, parce que vous auriez fait x2. Alors qu'avec Ether, vous aviez peut-être 5% de perte, ou peut-être 10, truc comme ça. Donc, conclusion, acheter du Bitcoin et pas de l'Ether. De base, on avait prévu plein d'autres sujets, mais là, on est déjà à quasiment 1 heure de vidéo. Alors, je vous les tease un petit peu parce que je pense qu'on en parlera la semaine prochaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des sujets qui vous tentent plus et de nous dire dans les commentaires ce qui vous intéresserait comme sujet. Faut que ça colle à l'actu, mais pas besoin que ce soit du très chaud, hein. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, après, on va quand même juste répondre très rapidement à 2-3 questions qui nous avaient été posées pour cette semaine. Et donc la semaine prochaine, je pense qu'on va aborder le sujet de la polémique des aides aux entreprises en France, là, les 211 milliards dont tout le monde parle, qui est une vaste blague, hein, parce qu'en réalité, rassurez-vous, il n'y a pas autant d'argent qui est déversé dans les poches de Bernard Arnault et de ses potes toute l'année, mais il y a quand même des trucs critiquables. On parlera peut-être aussi des tarifs douaniers de Trump, qui nous permettront d'aborder un sujet de fond qui est le protectionnisme, qui est quand même un énorme sophisme économique dont il faut qu'on parle et dont on a déjà parlé. Et puis si d'ici là il se passe des trucs marrants, mentionnez-nous et nous on en parlera avec grand plaisir. Je voulais juste qu'on réponde à 2-3 questions qui nous avaient été posées. Alors la première, juste je la balaye rapidement, c'est sur le sujet Bitcoin, donc sur les up returns. En ce moment, il y a un grand débat là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser le logiciel Bitcoin Core ou Knot, Knut, je sais plus comment on dit. Bon bref, Knot. Oui, tu dis pas le cas, c'est vrai. Bon, Knot. Donc par rapport à ça, on va pas y répondre. On te redirige vers la vidéo qu'on a fait avec Abdel de Starknet, qui sortira incessamment sous peu. Et on en parle très longuement, et lui, il était développeur Ethereum, maintenant il développe sur Bitcoin. Il maîtrise parfaitement le sujet, tu vas voir, c'est hyper intéressant. Donc voilà, on va pas en parler. Peut-être si tu veux répondre à une des questions qui nous a été posée, c'était est-ce que emprunter du fiat contre du BTC, c'est une bonne ou une mauvaise idée en tant que retail? Parce que si prenez l'exemple de Saylor, qu'il le fait, mais vu que lui, il a pas les mêmes outils à disposition, c'est-à-dire qu'il peut emprunter bas et pas prendre trop de risques, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'emprunter? Personnellement, moi, je l'ai fait. Je pense que ça dépend à chaque fois de ta situation, de tout. Et en fait, tu dois le voir exactement comme si tu investissais dans l'immobilier. Quand tu investis, bah voilà, tu fais un emprunt, souvent. En tout cas, ça marche beaucoup mieux comme ça parce que souvent, t'as tout l'argent et t'as pas envie d'acheter tout cash parce qu'en plus, tu pars toujours du principe qu'il y a de l'inflation monétaire. Tu te bases aller sur une moyenne de entre 4 et 6% par an si t'as une bonne monnaie. Donc, en gros, ouais, au bout de, je sais pas, 25 ans, bah, tu dis ce que t'as emprunté et bah, ce que tu dois rembourser, ça va valoir, je sais pas, c'est beaucoup moins quand même, hein. En 25 ans, ça perd beaucoup de valeur. Ça va perdre au moins les 2 tiers de sa valeur. Après, ça a lissé sur toute la période. Mais voilà, faut le considérer un peu comme ça pour moi. Aussi, ça dépend bah, de comment, de ta confiance et de tes connaissances sur le Bitcoin, de ton projet d'investissement. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Il y a le taux d'intérêt aussi. Et le taux d'intérêt auquel tu empruntes qui rentre dans l'équation aussi. C'est vrai que si tu empruntes à 7, 8, ça commence à faire beaucoup. Mais si tu es vraiment il y a une grosse baisse, tu viens de te prendre un moins 50% sur BTC et que tu es quand même à 7-8% et que tu prends pas non plus 100 000 et que tu prends 10 000, 20 000, genre, et que tu gagnes quand même un peu d'argent tous les mois, que t'es pas juste au chômage ou au RSA, je sais pas quoi, bah je me dis ça peut valoir le coup, tu vois. Il y a un monde où c'est intéressant. Au pire, en plus, tu rembourses en avance, comme ça, t'as moins d'intérêt, même si c'est pas forcément intéressant. Ouais, et puis surtout, moi, ce que je trouve
qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que tu as fait le parallèle avec l'immobilier. L'immobilier, si c'est de l'immobilier locatif, généralement, il te génère un cash flow, donc qui te permet de rembourser les intérêts. Si tu pas trop con, tu fais en sorte que ça couvre, ce que tu dois en intérêt et en capital pour rembourser le crédit, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin. Et le cas de Bitcoin, bah, t'achètes pas du Bitcoin pour en revendre un petit peu tous les mois pour rembourser ton prêt. Sinon, à la fin, tu finis avec zéro. T'as juste payé des intérêts dans le vide et à peine profité de la hausse. Donc, il faut avoir un cash flow positif, et faire en sorte que, voilà, ça te coûte pas 2 000 € par mois. Ça peut être une bonne idée. Le très bon plan, bien sûr, c'est pas un conseil, c'est le prêt étudiant. Le prêt étudiant, on connaît des tonnes et des tonnes de gens qui ont fait ça. C'est des prêts à quasiment taux zéro. Voilà. Je place ça là. Je n'incite pas les gens à le faire, mais je sais que ça existe et que c'est monstrueux. Donc bon. Il y a un seul truc à prendre en compte, c'est que voilà, comme il l'a dit, c'est pas comme dans l'immobilier où tu vas avoir après tes retours locatifs. Donc tu vas pas pouvoir en fait sortir de ta condition d'esclave salarié. Mais tu peux être salarié, ça peut être cool. C'est pas destiné à tout le monde d'être entrepreneur, mais en gros, si d'un coup tu veux tout lâcher et te mettre à lancer ta boîte, bah il y a un moment tu vas dire putain merde, j'ai ce crédit à payer et il va pas s'autofinancer. Ça veut dire qu'il faut que je revende tout mes bitcoins pour voilà clôturer mon crédit. Et ça se trouve tu vas être en perte, ça se trouve tu auras déjà des intérêts qui t'auront fait mal. Donc voilà, prendre ça en compte parce que c'est vrai que moi je l'avais pas trop calculé. C'est vrai qu'à un moment ça fait un peu chier. Je me dis, merde, ça me bloque. Ouais, Mm. c'est vrai. Et puis là, après, toi, tu prends le cas que j'achète du BTC parce que je trouve que BTC est bas et donc je veux en gros mettre un levier, hein. En fait, au final, tu mets un levier. Il y a aussi le cas BTC est haut comme actuellement. Et est-ce que j'emprunte du fiat plutôt que de vendre du BTC? Ça, il y a aussi beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de, plutôt que de vendre ces BTC, d'emprunter du fiat? Et pour moi, le C'est raisonnement BTC. avec ces BTC en collatéral, Ah ouais, parce que les gens sont pas habitués à ce type de manœuvre aussi. et pour ça, moi j'ai un avis partagé là-dessus, c'est que bon, généralement le taux d'intérêt va être assez élevé. Vous êtes, entre 8 et 12 en général, donc c'est pas rien. Ça dépend pourquoi vous voulez faire ça. Pour moi, si c'est juste pour de la consommation et en fait, c'est comme si vous preniez un espèce de petit crédit conso à 8 sans garantie que Bitcoin a une perf suffisamment importante sur 1 an, 2 ans, sur la durée que vous empruntez. Donc pas forcément une très bonne idée. Après, si c'est pour de C'est l'investissement, l'inverse, hein, tu paries sur une baisse, hein, quand tu bah, fais ça ça, dé hein, parce que bah, ça tu veux le dépend. racheter plus bas, hein. Bah, ça dépend parce que non, tu peux si imaginons tu as pas de revenus et c'est ce que j'allais dire justement, tu as pas de revenus, tu as juste ton stack de BTC et que tu te dis, bah, j'emprunte aujourd'hui, 1 000 €, je dois rembourser l'année prochaine 1 100 €. Bah, là, et que tu as pas de revenus, là, tu tables sur une hausse du BTC. Parce que tu te dis Non, moi, j'ai des codes. donc tu te dis: «Bah, le prix va encore doubler, bah, ça va me coûter encore moins de BTC, donc je fais ça». Pour moi, ça, c'est un mauvais pari si c'est pour de la consommation. Par contre, si, voilà, vous avez accumulé du BTC, vous êtes salarié et vous voulez devenir entrepreneur, genre scénario typique, et vous dites: «Voilà, je veux lancer mon projet, j'ai besoin de, je sais pas, 50 000 € de capital pour lancer ma boîte», et que vous avez beaucoup de BTC, hein. Si vous avez 1 BTC, et que vous mettez, vous empruntez au plus de la moitié comme ça, enfin la moitié, ça fait beaucoup. Mais emprunter un petit peu pour vous dire, bah, derrière ça va me générer un rendement et généralement la plupart des business rapportent plus de 10 de rendement sur l'investissement initial. Là, c'est pas con. C'est un risque que vous êtes prêt à prendre. Si vous avez une mentalité d'entrepreneur, bah, vous êtes normalement à l'aise avec le risque. Ça peut être intéressant, surtout si vous n'arrivez pas à vous faire financer par une banque, parce que bon, c'est quand même une énorme galère, et que vous voulez pas vendre vos BTC pour lancer votre business. Ça peut être un move assez intéressant. Après, il faut bien le faire. Il faut le faire sur des plateformes fiables, avec des intermédiaires fiables. Faites pas ça sur AAV en convertissant vos BTC en wrap BTC, là. Je sais qu'il y en a qui nous ont posé la question aussi. Pour moi, faire ça sur AAV, c'est une très mauvaise idée. Parce que vous allez passer vos bitcoins sur Ethereum. Donc là, déjà, il y a un risque. Vous allez faire confiance à un tiers centralisé qui va conserver vos vrais BTC pour vous donner des BTC sur Ethereum. Ensuite, vous allez devoir déposer ces wraps BTC sur une plateforme comme AAV pour les mettre en collatéral, emprunter de l'USDT ou de l'USDC, moyennant un taux d'intérêt qui reste quand même assez élevé, on est entre 5 et 5 en général. Et après, une fois que tout ça est passé,
il faut les reconvertir en fiat, donc sur votre compte en euros, en dollars, peu importe dans quelle monnaie vous vivez. Donc déjà, il y a énormément d'étapes, énormément Avoir d'impôts. une carte Binance et tout. Ouais, voilà. En plus, c'est des trucs où tu vas avoir ton identité, il va falloir souvent payer des taxes, tu vas être obligé de déclarer ce genre de choses. Alors qu'aujourd'hui, il y a des solutions avec Bitcoin où, en plus, tu peux avoir ta carte, genre tu mets tes Bitcoins et tu fais comme t'as dit là, tu fais un emprunt Ah ouais, surtout et tout de suite, tu peux dépenser avec ta carte bleue, ouais. ouais, ouais, et ça marche bien. Si vous voulez, je vous mettrai peut-être un lien dans la description. On a une plateforme qui fait ça, c'est Firefish. Donc en fait, ça marche avec des virements en euros directement. Donc c'est hyper pratique. Moi, je l'ai testé des deux côtés, ça marche vraiment très bien. C'est assez safe. Après, voilà, il y a une plateforme au milieu. Donc faites quand même attention, même s'ils n'ont pas tous les droits sur ce que vous faites. Donc renseignez-vous bien, on avait fait une vidéo avec leur CEO. Mais voilà, vous pouvez déposer du BTC, emprunter de l'euro, ou faire travailler vos euros sur des taux entre 9 et 12% à des personnes qui veulent de l'euro contre du Bitcoin. Donc ça peut être des solutions intéressantes. Donc voilà, apprendre avec des pincettes en conclusion. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde dans toutes les conditions, mais bon, ça peut valoir le coup dans certains cas. Et j'avais une autre question, je sais pas si t'as une bonne réponse à ça, c'est comment essayer d'orange pill nos amis et notre famille sans passer pour le fou du village ou des témoins de Jéhovah. Déjà la question est marrante. Et je m'y reconnais. Ouais, on sent le mec déjà qui a vécu l'expérience. Et je pense que ça arrive à tout bon bitcoiner. Je pense que c'est un peu ce qu'on répète en permanence, c'est que faut d'abord que la personne elle comprenne le problème. Parce que si elle comprend pas le problème, elle comprend pas Bitcoin. Donc en fait, faut jamais parler de Bitcoin. Et je pense que le meilleur moyen, c'est plutôt de passer par l'aspect libéral, comme en fait on est en train de faire sur la chaîne. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'économie, politique, de philosophie, et juste de montrer bah voilà, si tu veux te sortir des griffes de l'État et et des banques et de l'inflation et tout cette Gestapo oligarchique qu'on a maintenant. Au final, le Bitcoin, au fur et à mesure, ça devient séduisant. Et je pense que c'est le meilleur moyen. Parce qu'au final, à la fin, c'est la personne qui va dire, mais ok, avec toutes ces horreurs que tu me racontes à longueur de journée, en fait, comment je m'en sors? Et là, je dis, tu sais que j'ai le Bitcoin. Et au final, ça va devenir naturellement. C'est presque elle qui va te dire, mais en fait, mec, c'est Bitcoin qu'il me faut. Hmm. Et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, en fait, c'est que c'est la personne qui t'en parle avant que tu lui en parles. Parce qu'en fait, c'est mieux de faire de l'inception. C'est que l'idée, elle vienne d'elle. Ouais. Bah, c'est ça, et surtout que vous évitez une La situation quand même. manipulation. Non, mais vous évitez une situation horrible où vous faites acheter à quelqu'un, soit vous devez faire le travail de sable de le convaincre, et voilà, ça marche jamais. Convaincre quelqu'un d'acheter du Bitcoin en lui expliquant Bitcoin, ça marche pas. Soit vous lui dites trust me bro, achète du Bitcoin, je te rends riche. Moi, je l'ai fait avec des potes, ça a marché, mais j'ai eu du cul. Parce que dans le cas où ça marche pas très bien, où en fait Bitcoin baisse après pendant une certaine période, eux ils rachètent, ils vendent. Là, par contre, bah, vous perdez une amitié et vous avez appauvri un pote. Donc vraiment, faut éviter, il faut que ça vienne d'eux pour qu'ils se responsabilisent sur leur investissement, qu'ils fonctionnent pas juste à la confiance. Même si voilà, moi, j'ai fait l'expérience, donc j'ai pas fait ce que je dis. J'ai des potes, voilà, je leur ai fait acheter, ils comprenaient rien. C'est tant mieux, ça a marché. Aujourd'hui, ils sont contents. Et avec du recul, je me dis c'est quand même une idée de merde parce que, ok, ils se sont enrichis, mais ils sont pas plus libéraux qu'avant. Ils ont pas des meilleures idées. Ils se sont pas tant élevés que ça individuellement. Alors après, tout le monde n'a pas envie de devenir comme nous, des espèces de psychopathes qui passent leur temps à lire des bouquins de philosophie ou d'économie. Mais au final, j'ai l'impression, voilà, je lui ai donné un billet, mais je l'ai pas plus aidé que ça. Tu vois. Donc, je suis complètement d'accord. Expliquez le problème plutôt que la solution, et vous ferez vachement plus de bien. Et bien sur ce, conclu. Conseillez-leur nos vidéos. C'est un très très bon moyen ça, parce que et je Ça pense devrait qu'on normalement pas trop mal marcher, même si je pense que on peut faire peur à certains. Mais ouais, je pense envoyer quelques vidéos de libéraux, ce genre de choses, ça marche bien. ouais, et bah d'ailleurs j'en profite pour répondre à chaque fois à la critique qu'on a. Oui, vous parlez pas assez de Bitcoin, voilà pourquoi on parle pas assez de Bitcoin. Vous avez la réponse. C'est parce que en fait, parler juste de Bitcoin, ça fait plaisir aux initiés, ça amène des dégènes en phase de hausse. Mais nous, on veut pas faire plaisir aux initiés ni amener des dégènes. On veut que de plus en plus de gens, déjà, adoptent la philosophie libérale, l'individualisme, et qui plus est Bitcoin, parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est logique. Mais voilà, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas juste qu'on soit là autour d'une table, tous entre Bitcoiners à se branler, ou qu'on ramène des mecs qui veulent faire x100 par an, parce que eux, on en a rien à foutre. Ils ont pas besoin de nous pour le faire, et c'est pas l'audience qu'on cherche. Donc voilà, pour ceux qui te posent la Et question, je pense que le
NicolasKeepPay.org, normalement, ça devrait les aider aussi. Ouais, carrément. Ça peut être une bonne porte d'entrée. En plus, il y a un espace après médias solutions où vous allez retrouver pas mal de liens, de comptes à suivre et de vidéos à regarder. Et c'est une bonne porte d'entrée. Ouais, clairement. Donc en plus, si vous voulez orange pill des gens, bah, c'est un bon moyen de partager ce site. C'est le Nicolas, couteau suisse, ce bordel. NicolasKeepPay.org avec un tiret entre Nicolas qui et Pay. Donc allez faire un tour dessus, donnez-nous vos avis. Je pense qu'il y a moyen de beaucoup se marrer. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures.